d'Alger à Blida, ça reste quand même un très long trajet en fin de compte et nous vous remercions d'être là. Et avant vraiment honoré et très content de pouvoir organiser cette journée en partenariat avec nos collègues, nos confrères et consoeurs de France, représentés par l'Association de développement international de la prévention, ADIP, présidée par le professeur Kadi, et son équipe qui est très engagée dans cette thématique. Et donc c'est une équipe qui partage et qui collabore énormément avec les différentes équipes. Nous sommes à la deuxième édition. Nous avons organisé la première dans toute la région au mois d'avril 2024. Ça a été une totale réussite et c'est un événement qui regroupe vraiment et qui fédère l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la prise en charge des patients. Donc vraiment on parle de parcours de soins. Et ce parcours de soins, bien évidemment, nous essayons à travers cette prise en charge de le sécuriser au maximum. Et cette formation est là pour partager les notions et les concepts de sécurisation et pour minimiser ces risques liés aux soins. Et donc, comme cette première édition a eu vraiment la région centre, donc il y a beaucoup d'établissements qui sont représentés ici, pas que le centre, parce que je sache, il y a des gens du sud qui sont venus, Marhababikoum, de Bain, Élysée, Bouchard, c'est tout ce que j'ai retenu pour le moment comme ville. Tougout aussi, donc Ouelgla aussi. On aura donc est-ce que juste pour nos collègues ici présents, parmi vous, quels sont les infirmiers, si vous pouvez juste lever vos mains, voilà, pour les infirmiers. Les médecins? Très bien, majorité de médecins. Pharmaciens? Pharmaciens, très bien. Préparateurs en pharmacie, des administrateurs, très bien. Donc, en fait, on a voulu effectivement que ce soit l'ensemble de ces personnes soient présentes ici parce que vous verrez tout au long de ces 2 jours qui vont être très riches en partage et en échange. Il y a effectivement des communications, des conférences généralistes et puis après des ateliers pratiques, où bien évidemment nous vous inviterons à poser et essayer de presser au maximum nos invités ici présents. Ils ne sont pas là tout le temps, donc je sais que c'est des gens qui sont ouverts à la discussion, au partage. On commencera par Dr Randa. Elle représente beaucoup, en fait, elle est présente dans les CLIN, comité d'infection nosocomiale. Elle est dans la prévention aussi des risques infectieux en utilisant les dispositifs médicaux, donc très très impliquée. Dr Amine Siali, qui est médecin hygiéniste au CHIP de Créteil. Pareil, donc qui est chef de service, qui a été impliqué dans des démarches d'accréditation de leur établissement. Et il valide et il accompagne les différentes équipes cliniques pour sécuriser les différents services dans son hôpital. Et puis Dr Atif qui fait aussi partie de l'équipe ADIP, qui aussi a aidé ASCOP à organiser la journée ici sur Blida, qui est médecin hygiéniste sur le CHU de Douira, très impliqué aussi dans les comités d'infection nosocomiale, dans les CLIN, pareil, très engagé dans cette thématique. Donc, vous avez le programme. Donc, la matinée, ça va être des conférences. Et puis, dans l'après-midi, vous avez effectivement des ateliers pratiques
Donc là, sans plus tarder, je vais céder la parole. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, certains que je ne connais pas, d'autres que je connais. Je tiens bien sûr à remercier Amy qui est toujours là, Nathalie qui est toujours là avec nous, qui nous aide, qui nous permet d'avoir des formations de qualité dans le domaine de l'hygiène hospitalière, de notre contribution associée aux soins. Et je tiens aussi à remercier, à rendre hommage à professeur Ben Kabiles qui est avec nous, qui nous accompagne, qui nous encourage. C'est notre lettre. Bien sûr, merci beaucoup au professeur Kadi également pour son engagement envers l'Algérie et pour tout ce qu'il a fait depuis maintenant plus d'une dizaine d'années pour l'organisation de telles formations et aussi sur beaucoup de choses. Très bien. Donc, je vais commencer par présenter un peu le concept de gestion des risques associés aux soins, d'accord, qui est la thématique principale de cette formation. Je prends mes lunettes. D'abord, pourquoi on parle de gestion des risques? Tout simplement parce qu'on admet que l'erreur est humaine. On est là pour faire des erreurs. C'est inévitable. Comme vous voyez, et déjà, regardez très bien, il y a en 2000, il y a eu l'apparition, la publication d'un livre qui dit que faire une erreur est humain, c'est humain. D'accord? Voilà, ça a été publié aux États-Unis. Et ils disent qu'on voit au moins 44 000 personnes et peut-être jusqu'à 98 000 personnes meurent suite à des erreurs de soins. D'accord? C'est une erreur extraordinaire. Moi-même, j'ai pris un grand plaisir de le lire. Et là, on comprend que quand il y a une erreur, ce n'est pas la faute de celui qui a fait l'erreur lui-même, mais c'est une conséquence d'une série de défaillances qui ont mené à cette erreur-là. Regardez ce schéma-là, regardez comme si vous prenez par exemple des cartes et vous allez les classer. Et chaque carte, il y a un petit trou. D'accord? Et les trous peuvent se correspondre comme ils peuvent ne pas correspondre. Maintenant, si les trous, c'est-à-dire voilà, il y a une correspondance dans les trous, ça mène à l'accident, ça mène à l'erreur. Et bien sûr, les erreurs peuvent être latentes. C'est-à-dire, voilà, c'est des causes profondes qui durent dans le temps. Elle peut être latente, c'est-à-dire qui arrive voilà, dans un temps court, et des fois, ils sont même en profondeur. Donc, en fin de compte, il faut comprendre que l'erreur est la résultante d'une gestion, voilà, on va dire, d'une série de défaillances qu'on pourrait bien sûr gérer. On va donner d'abord des définitions. D'abord, il faut savoir c'est quoi un événement indésirable associé aux soins. Bien sûr, c'est tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé. On est dans l'hospitalisation et qui survient lors d'un acte de soin, soit de prévention, d'investigation ou même d'un traitement. Bien sûr, pourquoi on organise la lutte contre ces événements indésirables associés aux soins? Tout simplement pour pouvoir mettre en œuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction du personnel. Par exemple, voilà pourquoi on fait cette démarche. On prend en considération ces événements indésirables qui sont la résultante d'erreurs. Pourquoi? Pour essayer de corriger ces erreurs par des actions de formation, de promotion. Et surtout, je vais insister sur ce terme-là, parce que si on fait une gestion de risque, c'est pour développer la culture de sécurité dans l'établissement. Malheureusement, on n'a pas. Madame Fondermi va présenter un peu l'enquête, mais je donne vraiment un aperçu. Il faut savoir qu'il y a eu une enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins en France. Ça s'est fait en 2004 et en 2009, rapport publié en 2011. Et déjà, regardez ce chiffre-là, il relève pratiquement en 2009 une incidence, c'est-à-dire une fréquence plutôt de 7% d'événements indésirables graves. Ça n'a pas vraiment évolué, ni ça a augmenté, ni ça a diminué en 2009. Donc, en fin de compte, on reste autour de 7% d'événements indésirables graves en France, selon l'enquête ENEIS. Dans les pays Maghreb, malheureusement, c'est un sujet qui est nouveau. D'où le choix de ce sujet pour cette formation-là. Donc, donc moi-même j'ai fait une recherche bibliographique sur Medline.
base bibliographique de la Librairie nationale de médecine américaine, et j'ai introduit une commande de recherche en utilisant des mots-clés pertinents, et je retrouve un article tunisien qui parle d'événements indésirables dans un hôpital tunisien. Et il retrouve une incidence des événements indésirables associés aux soins de 10%, c'est-à-dire 62 patients sur 600, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Et une densité d'incidence, c'est-à-dire au lieu de prendre des patients comme dénominateur, quand on prend la durée de 6 jours comme dénominateur, on a 4 pour 1000 journées d'hospitalisation. Et parmi les événements indésirables associés aux soins confirmés, 60%, regardez très bien ce chiffre-là, ont été jugés très évitables. Et malheureusement, 21% ont contribué au décès du patient. 21%, voilà, sur les 62, voilà, 21%, ils ont malheureusement eu comme conséquence le décès du patient à cause de cette erreur et qui a permis que cet événement survienne. Très bien. Regardez, parmi les facteurs de risque de ces événements indésirables graves, on a surtout par exemple ce qu'on appelle les admissions non planifiées, patients admis dans l'urgence, ou bien les infections associées aux soins. Et parmi les erreurs qu'on voyait, c'est surtout les procédures invasives et bien sûr l'intervention opératoire qui constituaient la majorité de ces événements indésirables graves dans cet hôpital de Tunisie. Cet autre article, voilà, toujours tunisien, de Sousse, qui a évalué l'ampleur et l'impact des événements indésirables graves liés aux soins, voilà, à l'hôpital de Sousse, CHU Sousse en Tunisie. Et regardez ici, ce qu'on voit, c'est que ces événements indésirables surviennent surtout en réanimation, suivis par les services médicaux et les services de pédiatrie. Comme vous le voyez, il s'agit surtout d'infections nosocomiales. Voilà. Par la suite, il y a bien sûr des événements indésirables de type métabolique et hyperhydroélectrolytique. Voilà. Et enfin, comme vous le voyez, concernant les facteurs de risque des événements indésirables graves, c'est tout simplement, on a trouvé des antécédents d'hospitalisation dans les 6 derniers mois, donc des malades voilà, qui sont admis d'une manière voilà, répétitive à l'hôpital, l'immunodépression, mais regardez surtout ce qui revient bien sûr, c'est l'admission aux urgences et bien sûr l'exposition à des procédures invasives, à des dispositifs médicaux, et regardez le dernier, c'est l'exposition à des produits de santé. Très bien. Maintenant, on va passer de ces événements indésirables graves à cette culture de sécurité de soi. Et regardez, là, j'ai trouvé un article extraordinaire. Ce n'est pas moi qui trouve uniquement extraordinaire, mais même l'équipe de rédaction de ce journal qui est très réputé, Obstetrics. Voilà, il a donné le label Editor Choice. Et il a essayé de voir comment un programme de promotion, voilà, de gestion des risques a permis de faire diminuer ces événements indésirables graves. Voilà. Et comme vous voyez, donc on a mis en place dans ce service une stratégie a priori et a posteriori, c'est-à-dire qu'on a pris des mesures avant que l'événement survienne et des mesures après que l'événement survienne, on revenait pour voir qu'est-ce qui a entraîné cet événement. Et ça a été mis en place depuis 2004 jusqu'à 2007. Et on a surveillé la survenue de 10 événements indésirables, voilà, 10 événements indésirables, par exemple, transfusion sanguine, décès maternaux, on est dans une gynécologie, hein. Voilà, l'admission dans les services d'urgence de maternité, et très bien. Et pendant ces 4 années, on a inclus 13 622 patients admission pendant 36 mois, et soit environ 1135 par trimestre, ce qui est énorme pour ce service. Et comme vous voyez, cette fameuse, on va dire, c'est pas une courbe, mais cette fameuse droite, et vous voyez, voilà, on a fait bien sûr une droite de régression, et on a mis en place voilà, une gestion de risque a priori, une gestion de risque a posteriori, et vous voyez cette baisse, voilà, de la fréquence des événements indésirables graves, pour vous dire que ça marche, la promotion de la sécurité de soi. Donc il est important d'avoir ce qu'on appelle une culture de la sécurité des patients, qui est le principal facteur pour la maîtrise des risques
liées aux soins et surtout pour réduire cette incidence des événements indésirables associés aux soins. Donc, il a un rôle important chez les personnes de santé, donc surtout dans l'amélioration de la classification des patients et la prévention des événements indésirables, quelle que soit la gravité. Et là, je vais me regarder une autre étude qui est importante, qui a essayé de voir quelle est la relation entre la culture de sécurité et les événements, voilà, en utilisant des questionnaires, c'est une enquête chinoise. Donc, ils ont mis en évidence, bien sûr, leur objectif de mettre en évidence une association entre la perception de la culture de sécurité des soins chez les infirmiers et la fréquence des événements dans 28 unités de soins de 7 hôpitaux au niveau de 3, avec une capacité 28 unités de soins de 7 hôpitaux, de niveau 3. D'accord. Pour eux, niveau 3, c'est le court séjour, avec une capacité de 1500 à 2500. On est en Chine, vous imaginez, les hôpitaux, ils ont de grandes capacités en lit d'hospitalisation. Ils ont distribué un questionnaire à 463 infirmiers. Ils ont estimé, et c'est d'estimer l'incidence des événements indésirables, voilà, quelle que soit la gravité. Et ils ont mesuré la perception de la culture de sécurité et de soins en utilisant un questionnaire standardisé, d'accord, qui prend en compte 42 étapes pour mesurer 12 dimensions de la perception de la culture de sécurité et de soins par les soignants. Donc, c'est des questionnaires standardisés que vous pouvez facilement retrouver dans la littérature, même sur Internet. Vous tapez sur Google, moi-même, je n'ai aucune difficulté pour avoir le questionnaire. Très bien, je sais que c'est très petit, mais je vais vous agrandir. Et là, regardez, il a essayé de comprendre, voilà, où est le problème. Et premièrement, regardez comment on peut promouvoir sa culture. Donc le premier, c'est-à-dire, voilà, il a fait une régression logistique sur les facteurs qui sont associés, bien sûr, à la survenue d'événements indésirables graves. Et il a trouvé que les facteurs qui ont permis de réduire ces événements indésirables graves, c'est tout simplement l'organisation, ce qu'on appelle une promotion continue de la sécurité des soins. C'est-à-dire mettre en place un dispositif permanent au niveau de ces hôpitaux. Le deuxième, c'est l'implication, là avec nous on a des administrateurs, voilà, je salue M. Akaba et son collègue, voilà, c'est très important, c'est le soutien de l'administration à cette culture de sécurité des soins qui est très important. Bien sûr, le fait de rapporter périodiquement la fréquence de ces événements indésirables associés aux soins, aux équipes soignantes et à l'administration bien sûr, et regardez surtout de faire ce qu'on appelle une rétro-information, une communication sur les erreurs qui sont enregistrées. Ce qu'on appelle ici la gestion des risques a posteriori, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, on essaie de remonter le fil des problèmes pour voir pourquoi on a eu cette erreur. Et surtout, ça c'est le plus important qu'il faut vraiment acquérir dès maintenant, quand il y a une erreur, c'est jamais la faute de celui qui a fait l'erreur. D'accord? Dans la culture de la sécurité des soins, il faut savoir que l'erreur, elle est obligatoire. En réalité, celui qui a fait l'erreur n'est qu'une victime. D'accord? Mais le problème, c'est cette série, comme on dit, voilà, défaillances qui ont mené à cette dernière personne qui est la dernière de l'échelle qui va faire l'erreur. Donc, il ne faut jamais avoir une réponse punitive à l'erreur, mais essayer de comprendre pourquoi il y a eu cet événement désagréable qui constitue une erreur. Rappelez-vous ce que je vous dit au début du livre, faire une erreur, c'est humain. C'est-à-dire, il n'y a pas un humain fait des erreurs, c'est normal, mais c'est un processus qui a mené à cette erreur. Très bien. Donc, je continue, je résume un peu. Donc, ce qui ressort, c'est pour développer cette culture de soins, il faut une organisation apprenante, une amélioration continue dans le service. Donc, le personnel doit être informé des erreurs survenues et surtout, il doit participer à l'élaboration des solutions. Et bien sûr, en échange, il reçoit un retour d'informations sur les actions mises en place. Il faut savoir que ça a été associé à 3 événements sur 7. C'est-à-dire, si on met en place ce dispositif, on prévient 3 événements sur 7. Maintenant, combien il reste? Donc, il reste 4. Maintenant, on va voir pour les 4 comment on peut les éviter. Voilà. Le signalement des événements indésirables associés aux soins, même mineurs, c'est associé à 2 événements sur 7. Et enfin, le dernier,
très important, monsieur l'administrateur, nos collègues administrateurs, voilà, c'est le soutien du management pour la sécurité des soins, qui est associé à 2 événements sur 7. Un article tunisien, ils ont beaucoup travaillé les Tunisiens sur la gestion de la sécurité des soins. On va dire qu'ils nous dépassent de loin. Nous, on n'a pas grand-chose. Moi-même, je n'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet-là, donc on doit vraiment commencer. J'espère que cette formation va nous permettre de commencer cette démarche de gestion des risques. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont distribué un questionnaire à 116 médecins, dont 86 ont répondu, et ils ont essayé de faire une mesure de la perception de la culture de sécurité des soins. On utilise toujours le même questionnaire. Je rappelle que vous trouverez facilement sur Google, tout simplement. Et regardez aussi, ils trouvent, voilà, qu'est-ce qu'il peut contrôler? Pratiquement la même chose. C'est-à-dire la fréquence, rapporter la fréquence des événements, répondre aux attentes et actions du personnel dans une promotion, le travail d'équipe dans le service, d'accord, la relation soignant avec la culture de soins, et bien sûr la liberté d'expression et l'approche non publique. Donc peut-être c'est un peu petit, mais réellement ils ont trouvé, regardez, Tunisie, Chine, combien de kilomètres entre les 2 pays, mais c'est le même problème. C'est les mêmes. Très bien. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien sûr, l'incidence est élevée des événements indésirables dans le pays du Maghreb. Selon les études tunisiennes, on est à 10%. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire 10%? Sur 10 malades, il y a un malade qui subit une erreur de prescription. Pour ne pas dire des fois, il est opéré pour quelque chose voilà, qui ne lui concerne pas. Voilà, ce qu'on appelle l'identification du patient, une infection associée aux soins. Et bien sûr, maintenant, on suppose que le contexte de la Tunisie est similaire à l'Algérie. Enfin, j'imagine que c'est la même chose, voire pire, même en Algérie peut-être, en parenthèse. Il y a une efficacité prouvée de la méthode d'analyse des risques au milieu de soins sur l'incidence de ces infections. Rappelez-vous de l'article américain, comme ça, de gynécologie. Et bien sûr, il y a intérêt à promouvoir la culture de la sécurité des soins. Ça marche ensemble. On fait la gestion des risques pour promouvoir la culture de la sécurité des soins. Donc, il y a nécessité qu'on mette en place ces programmes de gestion dans les pays maghrébins en général, mais surtout dans notre pays. Et j'espère que ça sera un résultat de cette formation-là. Et je vous remercie. Bon, j'ai écouté mon ami Atif. On a la même démarche un peu en médecine du travail, c'est pendant les accidents, quand il y a un accident du travail. On utilise un outil qu'on appelle l'arbre des causes. On essaie de remonter depuis l'événement ultime, c'est-à-dire l'accident, jusqu'à l'origine de cet accident. Et toute la série de dysfonctionnements qui ont amené cet accident. Je suis d'accord avec lui donc, sur cet aspect des choses, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit qu'il ne faut pas que ce soit punitif, il ne faut pas qu'il y ait de sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de retour en arrière. On dit bien, il a dit l'erreur est humaine, mais on dit aussi la persévérance est diabolique. Donc, par rapport à cet aspect, est-ce qu'on peut vivre dans un monde où on ne sanctionne pas? Actuellement, on ne parle pas seulement le droit à l'erreur, l'erreur est humaine, on parle le droit à l'erreur. On a le droit de faire des erreurs. C'est quelque chose de, comment dire, est-ce qu'on revendique? Parce qu'avec l'erreur, il faut d'abord celui qui fait l'erreur, en principe dans les analyses de cause, on ne mentionne jamais son nom. On peut mentionner par exemple CHIR 1, CHIR 2, infirmière 1, ça doit toujours rester de telle façon à ce qu'on ne sache pas qui a fait l'erreur. Parce que les autres écoutent, quand vous êtes en train de faire une analyse, ils voient comment à la fois vous analysez le process, mais ils voient aussi comment elle est prise en charge, la personne qui a été à l'origine de l'erreur. Après, je suis d'accord avec vous, quand il y a ce qu'on appelle une erreur détachée de l'établissement, et là, c'est même pas l'assurance de l'établissement qui peut couvrir. Quand l'erreur elle est détachée du fonctionnement d'un protocole et que, je dirais pas volontaire, mais je dirais par que la négligence, à ce moment-là, ça peut prendre une autre... Mais l'erreur en soi, dans une démarche de soins, elle doit toujours apporter à un questionnement. Mais dans l'analyse du code, on doit éviter, mais plus que 100%, la sanction.
mais peut-être que vous parlez d'autre chose, de quelque chose de un peu presque volontaire ou voilà. Mais à ce moment-là, c'est pas une erreur, c'est quelque chose qui peut être détachable du une vaccination de masse face à l'hépatite B, les précautions standards. On a pas d'odontologue épidémiologiste. Lors de la formation, on a constaté que le premier problème des accidents d'exposition au sang la mauvaise gestion de tri de déchets. C'est les traits des déchets sur une cause qui a causé ces accidents d'exposition. Et on a beaucoup des hépatites C, malheureusement, des nouveaux retraités qui ont l'hépatite C à cause de la faute. Le tri de déchets, on a déjà beaucoup fait plusieurs formations, mais ça n'a rien fait. Très bien, puisqu'on concerne toutes les spécialités. Uniquement se dire, voilà, c'est vrai que nous, on va parler beaucoup de gestion des risques et surtout des événements surtout associés aux soins, mais il faut dire que c'est une démarche qui est utilisée également aussi du travail dans d'autres disciplines, et également, je n'oublie pas, en pharmacie également, c'est-à-dire la préparation, la distribution, l'administration. Donc, c'est une démarche globale. La méthodologie est là la même. Donc, en fin de compte, c'est-à-dire quelle que soit la spécialité, les méthodes, j'espère qu'on va utiliser, bien sûr, c'est les mêmes. Je laisse la parole à Mme Vandermy. Invité pour participer à vos journées, aux échanges, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être là. Et donc, on m'a demandé d'essayer de présenter l'organisation France de la sécurité. Donc, je vais exister, elle était applicable à tout, donc c'est vraiment le cas. Et moi, dans mon topo, je vais vraiment me centrer sur la partie infectieuse, c'est-à-dire effectivement les événements indésirables graves infectieux, les infections associées aux soins. Mais il faut savoir que tout ce que je vais présenter s'applique à tout le reste. Donc la matériovigilance, la pharmacovigilance, mais c'est le même principe. Cette organisation, elle est maintenant assez stabilisée, mais c'est vrai que c'est un continuum en fait. C'est quelque chose qui a commencé dans les années 90. Hein. Donc ça ne s'est pas fait en une journée, ni en 10 ans. Par contre, ça applique exactement ce que le narratif a présenté. Donc vraiment, c'est la logique, vous allez voir, vous allez retrouver tout. Et puis ça évolue tout le temps. En fait, l'organisation et le plan est réévalué en permanence et on a un plan qui est à peu près réécrit tous les 5 ans. Donc ce que je vais vous présenter, évidemment, c'est aujourd'hui, c'est le nouveau plan 2022-2027. Et je vais présenter les différents étages de l'organisation, en commençant par le haut, donc au niveau du ministère, et en arrivant tout en bas, sur le terrain, dans chaque établissement de santé. Donc, au niveau national, finalement, il y a 3 grandes entités qui sont indépendantes. Ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, elles étaient en une seule, et petit à petit, elles se sont dissociées. Bien sûr, c'est le ministère qui paye tout le monde, mais quand même, les structures sont différentes. Donc, vous avez le ministère qui a, dans cette organisation, le rôle de produire le plan. Donc, ce fameux document qu'on est censé, en France, appliquer partout, dans tous les établissements où il y a des soins, et puis plus largement dans toutes les collectivités. Le ministère, il s'aide du Haut Conseil de santé publique, qui est une réunion d'experts qui donne son avis sur le plan et qui contribue beaucoup à l'écrit.
Et globalement, donc, le ministère écrit et ensuite suit l'application du plan, donc à peu près tous les ans, 2 fois par an. Il y a une réunion qui s'appelle la réunion du COSU du plan, c'est le comité de suivi, où il y a tous les gens qui suivent l'évolution. Et l'évolution, elle est suivie grâce à des indicateurs. Ça fera l'objet d'un propos après. Deuxième institution, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est celle finalement qui a été créée la plus tard. C'est celle qui va être responsable, ça vous savez certainement, vous savez que les établissements de santé ont besoin d'être certifiés. Et la certification, ce sera Dr Siali qui présentera ça tout à l'heure. Mais c'est très important parce que c'est indépendant du ministère et ça va évaluer les choses. C'est une structure, donc aussi indépendante. Ça s'est appelé souvent, longtemps, la santé publique. C'est Santé publique France, donc c'est une agence qui est alors vraiment très globalement, qui a pour grande mission de surveiller tous les signaux, donc plein de domaines. Et donc dans l'infectieux, va surveiller les infections dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux. Et qui va produire beaucoup de données qui vont servir pour produire les fameux indicateurs du suivi de la politique. C'est-à-dire que vraiment Santé publique France, de façon indépendante, va surveiller les choses et ça va alimenter la base de données à partir de laquelle les indicateurs vont être calculés. Donc vous voyez, les indicateurs après vont être suivis par le ministère et celui qui produit vraiment les données est séparé. Donc ça fait une indépendance qui permet à chacun d'être à sa place et puis dans sa mission. Donc voilà les trois grandes structures au niveau national. Vraiment des gros morceaux du pays. Sur le territoire, en France, il y en a 16. Il y a 16 régions qui sont plus petites, je pense, que les vôtres. Mais dans chaque région, donc moi là j'ai coloré la mienne, celle de la région centre, il y a ce qu'on appelle une agence régionale de santé. Donc c'est un peu la déclinaison du ministère pour la gestion de tout ce qui va être en rapport avec ce plan, mais au niveau régional. Donc il va avoir un œil sur tous les établissements. Et cette agence, elle a un outil assez important qui s'appelle le REVA, qui est le réseau des structures de vigilance et d'appui. Donc, en fait, ce REVA, il comprend à peu près une vingtaine de structures. Donc, j'en ai seulement figuré 3 sur cette vingtaine, parce que c'est celles qui portent sur la gestion, le suivi des infections. Donc, et du bon usage des antibiotiques qui nous intéressent aujourd'hui. Mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Il y en a sur le médicament, il y en a sur la dictologie, ce que vous voulez. Donc, pour l'infection, au niveau régional, il y a 2 grandes structures. Celle qui est la plus ancienne, c'est les CPAS, les centres de prévention des infections associées aux soins. Donc là, c'est des gens qui sont vraiment des hygiénistes, des médecins, des pharmaciens, des infirmières, et qui sont, j'essaie de ne pas faire sonner là, mais je suis désolée. Et donc, qui vont aider, donc, vous entendez là? Oui, par moment il y a un accès. Cette structure régionale, finalement, elle aide les hygiénistes dans chaque établissement de sa région. Elle anime les groupes de travail, elle anime la surveillance, etc. C'est vraiment une structure importante de la région qui est là pour aider, être en appui. C'est des experts, donc ils vont vous aider pour faire l'analyse de cause, pour évaluer, pour rechercher des épidémies, etc. Et il y a un pendant qui est pour le bon usage antibiotique, qui s'appelle donc la cellule régionale de l'antibiothérapie. Donc ça c'est tout nouveau. Dans les régions, ça s'est installé ces dernières années. Dans notre région, il vient juste d'être installé. C'est des experts, donc c'est surtout des infectiologues, qui sont là pour aider à la formation de tous les prescripteurs de leur région. Vous allez voir dans le plan, maintenant, il y a une grande partie sur le bon usage des antibiotiques. Merci.
J'ai mis aussi la SRA. La SRA, c'est la structure régionale d'appui. Elle est vraiment, elle est un petit peu à la marge de la prévention parce que c'est elle qui va plutôt être là pour vous aider à faire la grave, qu'il soit infectieux ou pas. Donc je l'ai mise là, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus loin de l'infection. C'est pas que l'infection. Donc voilà le niveau régional. Donc il y en a 16 comme ça. Il y a une déclinaison départementale. Donc le département, c'est un peu comme la wilaya, je pense. C'est dans chaque région, il y a à peu près 5-6 départements. Donc dans chaque département, donc là en région centre, il y a 6 départements, donc il y a 6 équipes mobiles d'hygiène qui sont rattachées au CEPIAS, et il y a 6 équipes mobiles d'antibiothérapie rattachées au CRATB. Donc là, évidemment, c'est une structure un peu plus petite, mais qui sont plus en proximité encore des établissements, et qui vont donc relayer encore au plus près. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des audits à faire, des quick audits avec des formations coup de poing après un audit, ou des analyses de début d'épidémie, eh bien, en proximité, c'est très pratique d'avoir ces petites équipes qui vont se déplacer facilement. Dans une région, le CEPIAS, il ne se déplace pas beaucoup, il fait beaucoup de vision. Les équipes mobiles, c'est fait pour vraiment pouvoir se déplacer chez vous. Donc ça, c'est assez nouveau. Ça a été créé surtout, il y en avait déjà des régions qui avaient ces équipes mobiles avant la Covid, avant la pandémie. Et on s'est aperçu, au ministère, ils se sont aperçus que dans les régions où il y avait ces équipes mobiles d'hygiène, il y a eu beaucoup moins de décès pendant la pandémie que dans les régions où il n'y avait pas d'équipe mobile. Donc après la pandémie, il a été décidé d'en mettre partout. Donc maintenant, dans toute la région, il y a ces petites équipes mobiles territoriales dans chaque territoire, dans chaque département, donc dans l'équivalent de vos villages. Et donc le dernier niveau, c'est ces petits points, c'est tous les établissements de santé ou tous les établissements médico-sociaux qui doivent avoir donc une petite cellule d'hygiénistes. Donc là, c'est des gens qui font que ça, pour le coup, normalement, dans les établissements de santé. Et puis dans les établissements médico-sociaux, on appelle ça des référents. C'est souvent des gens qui font autre chose, mais qui ont une petite partie de leur temps pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de la fameuse stratégie dont on va parler après. Donc vous voyez cette articulation. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a beaucoup de contacts entre chaque niveau. Donc le niveau local, le niveau départemental, le niveau régional, le niveau national. Il y a cette... c'est pas que descendant, ça remonte beaucoup. Et ça évolue et ça fait que les choses remontent aussi assez facilement. Donc voilà, on en est là aujourd'hui et ça permet quand même d'avoir un maillage territorial intéressant. Alors le fameux plan. Donc le plan aujourd'hui, alors il s'est appelé, il change de nom tous les 5 ans. Donc l'avant-dernier c'est PROPIAS. Cette fois c'est la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Alors je vais vous montrer, il y a 3 grandes évolutions, 3 grandes dans le temps, et puis une qui est très importante avec ce plan particulier. Donc la première évolution des plans qu'il y a eu depuis 90, c'est qu'avant, marqué par le sang contaminé, la clinique du sport, c'était centré, la prévention était centrée sur le nosocomial, donc dans les établissements de santé. Et puis petit à petit, on a pris en compte que d'abord, la prévention, ça marchait bien. Donc on a dit, on va l'étendre au médico-social. On en a énormément. Il y en a à peu près 7000. 7500. Donc c'est énorme. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui vont dans ces maisons de retraite. Et s'il n'y a pas ce qu'il faut pour la prévention des infections, il y a des épidémies. Et on l'a bien vu avec la Covid, c'est catastrophique. Donc petit à petit, le plan a incorporé la prévention dans le médico-social, donc ça c'était le PROPIAS. Et la nouveauté avec ce nouveau plan, c'est que maintenant on considère aussi qu'il faut qu'on commence à s'occuper de qu'on commence à éduquer l'usager. C'est plus le patient, c'est le futur usager des services publics. On s'est aperçu pendant la Covid qu'il y avait beaucoup de messages à la radio, à la télé, dans les bus, tout ça, et ça marchait bien. Les gens ont bien appris les précautions barrières, ils ont commencé un petit peu à comprendre comment ça se transmettait les virus. Et donc, surfant sur cette vague-là, le nouveau plan
considère qu'il faut éduquer les gens, alors pas évidemment de la même façon qu'on éduque un professionnel de santé, mais quand même lui donner la base de compréhension de ce que c'est qu'un microbe et comment il se transmet et les moyens de prévention. Donc ça, c'est une première chose qui est très originale, qui caractérise ce nouveau plan, c'est d'inclure tout le monde. La deuxième chose, et que ça dépend de ça, c'est qu'avant on était centré sur l'infection nosocomiale, c'est-à-dire acquise à l'hôpital. Ensuite, on a élargi à l'infection associée aux soins, quel que soit l'endroit où elle était acquise, donc dans les collectivités ou par exemple dans un cabinet de ville. Et maintenant, le plan, il s'appelle prévention des infections, donc elle ne s'appelle plus associée aux soins, c'est toutes les infections. Donc ça va comprendre la prévention par exemple des infections dans les collectivités, dans les crèches, dans les transports, vous voyez. Donc c'est des mesures barrières en particulier. Donc il y a un élargissement, on est passé de la stricto sensu de l'infection associée aux soins à l'infection tout court. Donc la vaccination, parce qu'on s'est aperçu que la vaccination c'était quand même un souci grandissant. Moins en moins de gens qui veulent se faire vacciner et vacciner leurs enfants. Donc il y a vraiment besoin de mettre un coup sur la vaccination. Donc c'est une grosse part de ce plan. Donc ça, c'était la deuxième évolution, toutes les infections. Et la troisième, c'est d'avoir mis ensemble dans un même plan la prévention des infections, donc on dit la PRI, PRI, prévention du risque infectieux, et le bon usage des antibiotiques. Parce qu'en fait, vous savez bien, l'antibiorésistance, c'est vraiment un très très gros problème. Si on n'en fait rien, ça va nous amener dans le mur, on ne pourra plus faire d'acte invasif, quand on n'aura plus d'antibiotiques. Donc il faut donner un grand coup. Et les gens sont souvent les mêmes dans un établissement. Ceux qui s'occupent de bon usage, les pharmaciens, les médecins, les infectiologues. Les gens qui s'occupent de la prévention du risque infectieux et de bon usage sont souvent assez proches, voire les mêmes dans les petits établissements. Donc là, le plan, il a le mérite de mettre dans un seul document, mêler les deux luttes ensemble. Alors qu'avant, c'était des plans séparés, des structures séparées. Donc, vous avez vu le CEPIAS tout à l'heure, le CRATB au niveau régional, ils travaillent ensemble en fait. Et ça essaye, c'est un plan qui essaye d'être pragmatique, de gagner en efficience en faisant du travail collégial ensemble. Voilà, donc ça c'est les grands changements. Bon, il y a 9 axes, mais je vais vous en présenter que 3, je crois, parce que les autres c'est plus politique, c'est la recherche, c'est le développement durable, c'est important, mais bon, ce serait un peu lourd. Donc, les 3-4 premiers sont vraiment les plus importants. Donc l'axe 1, alors à chaque fois dans le document, il y a des axes, après il y a des qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, et en face, à chaque fois, il y a des cibles. En 2027, il faudra en arriver là, et il y a un indicateur, et il y a l'outil pour obtenir l'indicateur. Donc vous avez vraiment une sorte de livre quand même, enfin c'est un fascicule d'une 50 de pages, où non seulement il y a la direction, mais en plus on vous dit comment y aller. Comment y aller, et à quoi vous devez arriver, avec des chiffres. Donc c'est pas mal parce qu'on sait un peu où on va. Bon, l'axe 1, c'est le grand public, donc ça c'est pris en charge par une soirée, faire des frictions tout le temps. Enfin bon, les frictions, elles ont les liquides ont un peu disparu de l'espace public, donc les gens n'utilisent plus. Les masques, la vaccination et le bon usage d'antibiotiques, parce que bon, les antibiotiques c'est pas automatique, c'est un peu vieux et ça fait plus d'effet. Donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que tout professionnel de santé doit avoir appris la base de ce que c'est un microbe, la transmission des germes, la survenue des épidémies, de l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques. Donc ça veut dire que dans la formation des écoles, dans la formation continue, ça doit être des thèmes qui sont amenés avec force, comme étant vraiment... et puis la vaccination, je l'oublie quand j'en parle, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est en Algérie comme en France, mais vraiment la vaccination, ça devient un vrai problème, ça devient soucieux. Il y a une perte de sens sur cette vaccination. Donc deuxième axe. Et le troisième axe, c'est que tout professionnel de santé doit tout au long de sa carrière
continuer à s'améliorer. Rappelez-vous, tout à l'heure, ce qu'a présenté Dr Atif, c'est vraiment l'idée qu'il y a l'amélioration continue par la surveillance. On compte un petit peu en continu les infections, on observe les choses et on essaie toujours de s'améliorer. On n'est jamais au bout en fait. Il faut toujours faire un effort avec des nombreuses études qui ont montré que ça marche si on fait 3 choses. Si on surveille, donc globalement, là on est dans les infections, donc c'est surveiller les infections. Alors il ne faut pas y passer un temps fou, il faut essayer que ce soit le plus possible automatique, mais il faut surveiller, il faut avoir des chiffres. Si vous voulez motiver un poseur de cathéter central, motiver un chirurgien, il faut qu'il sache combien il a d'infections. S'il ne sait pas, il ne se motivera pas pareil. Deuxième chose, il faut aller voir les pratiques. Donc ça remet les hygiénistes en selle. Il faut aller sur le terrain, regarder les gens. Parce qu'il faut partir du principe que si les gens s'écartent des pratiques, s'écartent des recommandations, si leurs pratiques sont un peu éloignées des recos, il faut se dire qu'ils ne le font pas exprès. C'est parce que soit ils manquent de formation, soit ils manquent de ce qu'il faut pour le faire. Il manque de choses. Donc il faut aller voir pour détecter ces écarts entre les pratiques et les recos et essayer petit à petit de faire en sorte que les pratiques se rapprochent le plus possible des recommandations. Donc c'est en allant voir, c'est pas du tout pour sanctionner, c'est voir pour comprendre les écarts et trouver ce qui manque pour essayer de ramener les écarts à des choses plus petites. C'est ça l'idée. Et la troisième chose, c'est la formation, en sachant qu'il y a de nombreuses études maintenant qui montrent que si vous surveillez, vous observez les pratiques, vous voyez où ça ne va pas, donc vous faites des formations ciblées sur ces écarts, ça marche. Ça marche. Alors il ne faut pas en faire qu'une fois, malheureusement. Il faut plutôt faire des formations courtes et répétées, tout en laissant quelques mois, évidemment. Vous n'avez pas le temps d'y aller tout le temps, mais plutôt courtes que longues et plutôt ciblées sur les écarts que des grandes formations. Si vous allez faire une formation sur les cathéters, ça rentrera très peu. Si à l'inverse, vous êtes allé voir, vous avez vu que telle chose, ça manque, vous faites une formation ciblée sur 1 ou 2 messages, un quart d'heure, et ça sera plus percutant. Ça marche. Voilà. Donc c'est basé là-dessus. Donc voilà pour cette introduction sur l'organisation actuelle de la... Non, j'ai pas fini, parce qu'après, mais oui, par contre, je veux bien les questions. D'ailleurs, vous avez vu à un moment, il y avait chaque professionnel doit s'améliorer et doit connaître, alors bon, c'est peut-être un autre axe, je crois que c'est l'axe 5, tous les chiffres des surveillances, des résultats doivent être partagés et analysés ensemble. Comme les analyses de cause finalement. Parce que c'est vrai que tout seul, on a beau avoir du métier, on n'est jamais mieux que beaucoup, des experts qui voient des choses de la façon différente et complémentaire pour analyser mieux un système et arriver mieux à l'améliorer. Alors Nathalie, je sais que tu as des diapos très intéressantes, on va pouvoir expliquer plein de choses. Mais... Oui, ils sont chacun détaillé, mais je vais du coup aller plus vite. Ils sont importants, ils servent à 2 choses. Donc il y a des indicateurs de la stratégie, je vous ai dit à chaque fois, chaque ligne, chaque mission, un outil, quelque chose à faire, un indicateur, une cible. Et puis il y a des indicateurs de la HAS qui servent à la certification, donc c'est des IQSS, dont même certains sont, les établissements sont rémunérés s'ils sont bons, les IFAC. Mais pour ce qui est l'infection, pour l'instant c'est encore rare. Alors ces indicateurs, ils sont produits par qui? Il y en a certains, entre guillemets, qui se produisent tout seuls parce qu'ils sont produits par des agences, par la CNAM, la HAS, à partir de la base de consommation des antibiotiques en ville, de la base PMSI. Les gens locaux n'ont rien besoin de faire. Après, pour le reste, c'est vraiment les gens locaux qui participent, qui ont des outils, en particulier de la fameuse Agence Santé publique France. Donc ça, on appelle ça les outils des missions nationales. Il y en a 5, Primos, Pares, SpeakMe, Spiadi, Matisse. Donc Primo, c'est pour tout médico-social,
SPARES, c'est l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques. SPICMI, c'est les infections du site opératoire. SCIADI, c'est les infections sur cathéter. Et MATIS, c'est l'hygiène des mains et la communication, la lutte contre les fake news. Voilà. Ils ont plein d'outils, et de travailler avec ces outils, ça vous permet d'avoir les indicateurs au niveau local. Ensuite, les données sont données au niveau régional, ça permet d'avoir les indicateurs les mêmes au niveau régional. Et ensuite, tous les données sont basculées au niveau national, ça permet d'avoir les indicateurs nationaux qui vont servir au pilotage par le ministère. Et c'est les mêmes, c'est les mêmes, et chaque fois que ça s'agrège tout seul par les missions. Tu sais qu'on a un souci sur la projection, la moitié du diapo se retrouve sur le mur derrière. Si tu te mets en mode normal, pas en mode diapo, peut-être que ça va se mettre ici sur le. Comment je fais? Échappe. Et reviens sur le mode. Voilà. Peut-être que tu vas le trouver. Comme ça, c'est mieux? Ouais. Allez. Je suis désolée, je n'avais pas vu. Donc il y a 4 groupes d'indicateurs. Il y a ceux qui portent sur les pratiques, c'est la prévention. Donc il y en a beaucoup. On va regarder les pratiques, on va regarder l'hygiène des mains, on va regarder comment on pose la cathéter, on va regarder comment on prépare un opéré. Ensuite, il y a les infections. Là, on compte les infections du site opératoire, infections sur cathéter. Après, il y a le bon usage d'antibiotiques, on va regarder la prescription d'antibiotiques. Et enfin, l'antibiorésistance, on va regarder les antibiogrammes des microbiologistes et compter combien il y a de germes résistants. Et tout ça, partout, pareil, c'est les mêmes méthodes qui sont appliquées, quel que soit l'endroit. Voilà, pour avancer. Voilà. Alors, sur l'hygiène des mains, la traçabilité de la mise en place des mesures d'isolement quand quelqu'un a un germe, un patient est infecté par un germe multirésistant, la pose des cathéters, donc la pratique de pose des petits cathéters courts et des cathéters centraux, l'observation des manipulations de lignes des cathéters centraux, et enfin la préparation de l'opéré, c'est-à-dire la douche jusqu'à l'application, jusqu'à la réalisation de l'antisepsie. Donc je ne vais pas vous montrer, parce qu'il faut que je rattrape le temps, donc je ne vais pas vous montrer tous, mais sachez qu'ils ont tous donc, un titre. Donc, par exemple, le premier, c'est la couverture vaccinale des professionnels de santé dans les établissements de santé. Vous voyez, la cible en 2027, c'est d'avoir plus de 70% des professionnels. On y était avant le Covid, alors on était à peu près à 60, 65. Ben, maintenant, on est à 30, voire 20. Dans ma région, on est à 23. C'est une catastrophe, ça s'est effondré après le Covid. Il n'y avait plus d'obligations, ça s'est effondré. Alors qu'avant, ce n'était pas obligatoire. Je vous montre comment mes diapos sont faites à chaque fois. À chaque fois, il y a le petit guide que vous pouvez aller chercher qui vous dit exactement qu'est-ce qu'on fait, comment ça se calcule, etc. C'est très très bien fait, c'est très simple. Bon, donc je passe. Bien sûr. Donc je passe sur la vaccination pour aller à l'hygiène des mains. Donc là, l'hygiène des mains, il y a un peu deux façons de faire. Bon, il y a d'un côté un indicateur un peu ancestral où on mesure la consommation, en fait, les commandes de soluté hydroalcoolique, qui s'appelle l'ICCHA, bon, qui est vraiment pas très bon, mais bon, on n'a pas trouvé mieux. Et maintenant, on commence à regarder. Donc là, par exemple, avec Pulp Friction, c'est un outil de Mathis. Donc Mathis, c'est la mission nationale qui s'occupe de l'hygiène des mains. Elle a fait un outil où vous demandez au professionnel, donc l'hygiéniste, il va dans les services et il demande au professionnel, là, juste là, est-ce qu'il a fait une friction juste avant de toucher le malade, juste après avoir touché le malade. Et après, on va même demander au patient, est-ce que, avant de vous toucher, le personnel fait une friction. L'HAS pousse énormément pour qu'il y ait des indicateurs où les patients interviennent. Les futurs indicateurs, ils sont tous comme ça. On veut qu'on sent, enfin ça c'est le ministère, hein, et HAS, les usagers sont dans toutes les commissions, ils veulent être partie prenante de la prévention. Et ils veulent avoir une action pour essayer de faire plus de promotion. Donc c'est pas facile à négocier avec les professionnels de santé, mais il va falloir y arriver. C'est encore quelque chose, il y a 20 ans,
on mettait un peu sous le tapis tous les problèmes. Donc maintenant, si vous avez vu avec ce qu'a montré Dr Atif, c'est transparence, analyse de cause, culture de l'erreur, amélioration continue. Dans 10 ans, ça sera le patient est au centre de cette évaluation. On y va. Et on ne peut pas faire... Et ça marche. Un cathéter central qui va durer longtemps, porté longtemps par un... Il y a déjà des études qui montrent que ça marche. C'est-à-dire que le patient, s'il est bien formé, il peut amener à prendre part à la formation. Alors, l'ICHA, je vous en ai parlé. Alors, il y a la même chose dans le médico-social, c'est le même principe. Je passe à celui qui porte sur l'isolement des patients qui sont infectés avec un germe résistant aux antibiotiques. Donc ça, c'est la HAS qui le gère. La HAS part du PMSI, elle prend des dossiers où il y a écrit staphylocoque résistant, Klebsiella résistante, elle pioche les dossiers et elle demande aux hygiénistes d'aller regarder dans les dossiers patients si elle retrouve la traçabilité de l'isolement du patient. Alors s'il a été mis en place et pas tracé, ça compte pour rien. Donc il faut le faire et tracer. Donc pour l'instant, c'est pas très bon, vous voyez. Il faut être à 100%, la HAS le conçoit à 100%, on est à 28%. Donc il y a de l'amélioration. Mais bon, on y va. Après, il y a la pose des cathéters. Donc là, c'est ce qu'il a dit. Donc la mission nationale, ce qu'il a dit, elle a fait un outil. Vous avez une petite grille, vous allez observer des poses de cathéters. Donc, est-ce que l'opérateur, il a sa tenue qui est propre? Est-ce qu'il fait bien ses frictions? Est-ce qu'il utilise un bon antiseptique? Est-ce qu'il sèche? Est-ce qu'il laisse suffisamment longtemps le séchage? Donc, vous voyez, il faut qu'on soit à plus de 80%. Ça dépend des indicateurs, mais il y a encore de la marge. Mais bon, ça s'améliore. Depuis 5 ans, c'est vraiment un indicateur qui monte comme ça. Et la même chose sur les cathéters centraux. Pose de cathéters centraux. Donc là, on va regarder, l'hygiéniste va dans les services de réanimation, dans les services d'hémato, de cancéro, de médecine, de chirurgie. Il regarde des poses de cathéters et il regarde est-ce qu'il y a été un casaque stérile, le masque chirurgical, etc. Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce qu'il est bien appliqué? C'est pareil, on est encore loin des 80% de cible, mais bon, on s'en approche. Voilà, je passe sur les cathéters pour gagner du temps. Je passe à l'opéré. Vous savez, les infections sur cathéter et les infections de l'opéré, c'est ce qu'il y a de plus évitable. Donc la stratégie nationale est centrée sur ces deux types d'infections, parce que c'est vraiment à la fois des infections graves et très très évitables. Donc là, les cibles sont atteintes. Donc là, c'est SpeakMe, la mission nationale SpeakMe. Alors à chaque fois, vous avez le petit outil, donc vous pouvez y aller, c'est en accès libre. Vous pouvez tout télécharger et aller voir. Donc là, on regarde, est-ce qu'il y a eu une antibioprophylaxie correcte, est-ce qu'il y a eu une bonne préparation de la peau, etc. Donc ça, c'est des observations pratiques. Deuxième groupe d'indicateurs, les infections. Donc là, on compte pendant 3 mois les infections. Donc on compte les infections sur cathéter, les petits cathéters veineux. Il faut que l'incidence soit inférieure à 0,1 bactériémie sur un cathéter veineux périphérique pour 1000 journées. Donc ça, c'est dans tous les services. Donc là, on est à la cible. Et il y a la même chose pour les cathéters centraux, donc bactériémie liée aux cathéters centraux. Alors là, les cibles diffèrent bien sûr, parce que les patients ne sont pas les mêmes. Les cibles ne sont pas les mêmes en réa, en hémato, en cancéro, en médecine, en chirurgie. Donc il faut surveiller 3 mois avec l'outil SPIADI, qui s'appelle BACTADI. Et ça vous redonne un chiffre d'incidence. Là, vous pouvez vous situer, vous êtes en dessous de la cible. Si vous n'y êtes pas, vous allez voir les pratiques. Vous allez observer la pose des cathéters, les manipulations de ligne, et du coup, vous verrez là où ça pêche. Donc ça, c'est les infections sous cathéter. Et donc, pour les infections du site opératoire, donc il y a 2 méthodes, il y a 2 types d'indicateurs. Il y a des indicateurs SpeakMe, où là, vous allez compter, vous prenez votre microbio, vous prenez les dossiers, et puis vous essayez de repêcher parmi les opérés ceux qui ont été infectés. Donc ça vous donne un chiffre, et en fait il faut essayer qu'il y ait une diminution du taux dans votre service.
Et la deuxième façon, c'est la HAS qui le fait déjà, et ça c'est un IFAC. Un IFAC, c'est-à-dire que les établissements chirurgicaux sont vraiment très incités à le faire parce qu'il y a une incitation financière à la qualité, c'est-à-dire que s'ils font, quels que soient leurs résultats, s'ils ne sont pas bons ou ils sont bons, c'est pas le problème.